heureuse de vous retrouver au tout début d'une nouvelle année en pleine et parfaite santé, fidèles auditeurs, auditrices de Radio Jenna. Merci de nous rester fidèles. En ce jour, nous échangeons sur la thématique de l'épilepsie, un mal qui gangrène nos sociétés et bien évidemment les foyers. En studio, nous recevons Dr Augustin Kabassem, il est neurologue. Bonjour docteur et bienvenue dans Santé Assure. Bonjour. Eh bien, nous parlons aujourd'hui de l'épilepsie et je l'ai dit tantôt, c'est une pathologie qui gangrène énormément nos sociétés. Nous parlons de 50 millions de personnes touchées à travers le monde. Alors, dites-nous, c'est quoi l'épilepsie dans votre jargon et dans le jargon quotidien courant? Ok, bon. Je dirais que l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique, c'est-à-dire qui perdure dans le temps, qui est caractérisée par la répétition des crises. Et je dirais une crise, c'est tout ce qui arrive de façon brutale, qui repart de façon brutale. C'est ce que nous on appelle en médecine crise. Donc, si tu as des mouvements anormaux de ton corps qui arrivent de façon brutale et qui repartent de façon brutale, nous l'appelons ça une crise ou des fourmillements dans une partie du corps qui arrive, qui repart de façon brutale ou une perte de connaissance brutale aussi. Ce sont les différentes manifestations d'une crise épileptique. D'accord. Bon, d'entrée de jeu, vous avez déjà brossé les manifestations. On va revenir sur cette manifestation plus tard dans l'émission. Mais alors, nous aimerions savoir comment est-ce qu'elle se manifeste, l'épilepsie, généralement. L'épilepsie, bon, avant de parler des manifestations de l'épilepsie, il faut toutefois savoir que le cerveau, c'est comme un ministère ou une primature où on a des départements. Il y a le département du langage qui s'occupe de la parole, le département des mouvements, le département de la vision, le département de la sensation, de la sensibilité. Donc, le cerveau aussi est comme un grand générateur qui fonctionne avec de l'électricité. Donc, on parle d'épilepsie quand il y a excès d'électricité dans un département donné. Donc, si on a un excès d'électricité dans le département des mouvements, les symptômes seront type de mouvement. Imaginez que j'ai besoin de 1 ampère pour faire ce type de mouvement. Quand j'aurai 100 ampères dans cette région, je vais faire comme ça. Et c'est la manifestation que la plupart de la population connaît, les manifestations motrices où le corps bouge de façon rythmique et répétée sur 2 à 3 minutes. Ça, c'est les crises motrices. Mais il y a d'autres crises que la population ne connaît pas. Par exemple, quelqu'un qui se met à voir de façon brutale des choses qui n'existent pas. Ce sont des crises qui se localisent dans la zone de la vision ou à ressentir des fourmillements de façon brutale dans une partie de son corps. Ce sont des crises, mais seul l'individu peut le ressentir. Mais quand il s'agit des crises motrices, là, tout le monde le voit. Ou vous voyez quelqu'un qui est là et puis subitement, il commence par vibrer tout seul. Ça, ce sont les crises motrices. Donc, en quelque sorte, c'est ça. On peut avoir des milliers de types de crises. Il y a des types de crises aussi où le patient se met à rire de façon sans savoir pourquoi. Ça veut dire que la zone du rire est en surtension. Il n'y a pas d'événement drôle, mais il se met brutalement à rire. Et après ça ne sort plus, même il ne sait pas pourquoi il a commencé par le faire. Ce sont aussi des formes de crise. Ce qui m'amène en même temps à vous poser la question de savoir, est-ce que l'épilepsie est une affection qui touche plutôt le cerveau? Oui, oui. C'est une affection qui touche le cerveau. Et donc, peut-on parler d'épilepsie et en même temps de santé mentale qui est en défaillance? Non, mais j'aime votre question parce que ça me permet de clarifier un amalgame qui pose beaucoup de problèmes à nos patients vivant avec l'épilepsie. Au tout début de l'humanité, on pensait que d'abord l'épilepsie était une possession du diable ou autre, où les individus tombaient en transe. Puisque tomber en transe et faire des crises d'épilepsie, c'est quasiment les mouvements se ressemblent. Effectivement. Et au cours de l'évolution, on a qualifié les épileptiques de attardé mental ou de fou, tout ça. Mais non, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique liée à un problème qui se passe dans le cerveau et qui peut être réglé non lié à
une folie ou à une possession diabolique. Dans notre jargon, il y a quelque chose qui me vient en esprit ou en tête tout de suite, là, lorsque nous sommes en train d'échanger. Il y a cette appellation de Gianni Glo. Oui, Est-ce que c'est l'épilepsie? oui, c'est l'épilepsie. Janine Glo, ça veut dire que c'est le thème, c'est le thème clé qui caractérise vraiment l'épilepsie. L'épilepsie se caractérise par début et fin brutal. Ça veut dire que tu es debout, tu fais tes activités et puis brutalement, tu tombes. Donc c'est ça qu'on appelle, je dirais, en éveil, Janine Glo. Donc, on peut dire que c'est une forme beaucoup plus sévère de la maladie. Non, pas une forme beaucoup sévère, mais c'est une forme motrice et généralisée de la maladie. Mais ce n'est pas forcément sévère, mais c'est une forme beaucoup plus expressive que les autres formes d'épilepsie. D'accord. Bon, lorsque vous étiez en train de nous décortiquer un peu les manifestations et ce que c'est que la maladie, vous aviez parlé d'un excès je voudrais De décharge électrique dans le voilà, des cerveau. charges électriques dans le corps. Oui, En dans le même cerveau. temps, dans le cerveau, d'accord. Je vous le conseille. Ça, c'est votre domaine. Eh bien, la question que j'aimerais me poser et vous poser en même temps, c'est de savoir, est-ce que nous sommes tous enclins à l'épilepsie? Oui. J'aime souvent taquiner les patients, les accompagnants en disant que tout le monde a le droit de faire au moins une crise épileptique dans sa vie. C'est-à-dire que si on prend un individu au cours de sa vie, il a 17% de faire au moins une crise, mais ça ne fait pas de lui un épileptique. Nous parlons d'épilepsie, c'est quand ça se répète. Dans le thème d'épilepsie, et selon la dernière classification, il faut faire au moins deux crises espacées de plus de 24 heures avant de parler de maladie épileptique. Et pour faire des crises, il y a des crises provoquées et des crises non provoquées. Pour les crises provoquées, on ne les qualifie pas d'épilepsie. Parce que quand on met tout individu dans la même situation, que tu sois épileptique ou non, tu vas faire la crise. Je prends par exemple quelqu'un qui consomme de l'alcool en excès ou de la drogue. Ça veut dire que tu mets ton cerveau en surtension. Tu feras probablement une crise, mais ça ne veut pas forcément dire que tu es épileptique. Ou quelqu'un qui n'a pas mangé, qui fait de l'hypoglycémie aussi, peut faire une crise, mais cette crise est qualifiée de provoquée. Mais dans l'épilepsie, les crises ne sont pas provoquées. Ce sont des crises non provoquées qui se répètent dans le temps, au moins 2 fois, pour être qualifiées d'épileptiques. D'accord. Au moins 2 fois, je dirais, en 24 heures. Oui, supérieur à 24 heures. Supérieur à 24 heures. Eh bien, chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans votre émission Santé Assure, votre émission qui se déroule tous les mardis sur Radio Jena. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en compagnie du docteur Augustin Kabassem, qui est neurologue et qui nous entretient sur la thématique de l'épilepsie. Eh bien, d'entrée de jeu, je retiens que l'épilepsie, c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Alors, je me tourne encore vers vous, docteur, pour vous poser cette question. Quelles sont les causes de l'épilepsie? Ok. Il y a beaucoup de causes de l'épilepsie, mais nous avons le tiers des épilepsies qui sont d'origine génétique. C'est, disons, au moment où l'enfant formait son cerveau dans le ventre de sa mère, il y a des petits courts-circuits qui se font. Donc, qui dit court-circuit dit surtension. Donc, cet enfant, peu importe ce qu'il fera, il sera épileptique. Parce qu'au moment où son cerveau, les circuits électriques se formaient dans son cerveau, ça s'est mal formé. Donc, ça, c'est les épilepsies génétiques. Maintenant, nous avons les épilepsies non génétiques, où on a beaucoup de causes. On a les causes structurelles, c'est-à-dire qu'il y a une lésion dans le cerveau qui déclenche les crises. Quand je prends par exemple un AVC, après un AVC, on peut faire des crises épileptiques parce que l'AVC a laissé des séquelles dans le cerveau. Après un traumatisme crânien aussi, on peut faire des crises d'épilepsie. C'est pour ça que le port du casque est primordial. Et on a aussi les causes métaboliques. Par exemple, l'hypoglycémie, comme je viens de dire, ou quand on a le sodium qui est un peu bas dans le cœur aussi, ça peut donner des crises d'épilepsie. On a les causes infectieuses. Et en Afrique, l'une des plus grandes causes d'épilepsie d'origine infectieuse, c'est la neurocystique. C'est quand on mange trop la viande de porc qui est mal cuite
ou quand on habite dans un environnement où il y a l'élevage de porcs, mais l'hygiène des mains n'est pas respectée, les larves de ténia vont se déposer dans le cerveau et puis provoquer les crises d'épilepsie. Et dans d'autres cas aussi, on n'a pas de cause. Donc, ce sont les différents types de causes qu'on peut avoir dans les Dans d'autres cas, épilepsies. vous venez de dire qu'on n'a pas de cause. Oui. On n'a pas assez documenté pour avoir une cause, mais dans l'évolution, on peut être amené à trouver une cause. Une personne qui souffre d'épilepsie fait-elle obligatoirement des crises de convulsions? Les convulsions, c'est la partie motrice des crises, au fait. C'est ce que la population connaît. Quand on parle de convulsions, ce sont des crises épileptiques motrices, c'est-à-dire que liées au mouvement. Maintenant, les crises d'épilepsie liées au langage ou à la vision ne sont pas des convulsions. Donc, qui dit convulsion dit forcément épilepsie. Alors, je disais tantôt, en début d'émission, que ça, tout, c'est une maladie ou une pathologie qui touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. C'est quand même un chiffre qui est vraiment criard. Est-ce qu'on a des chiffres qui touchent notamment le continent africain? Oui, je dirais que si on prend 200 individus, une personne est épileptique sur 200 individus. Et pour la population mondiale en général, 1 à 2% sont épileptiques. Comment diagnostiquer l'épilepsie? Le diagnostic de l'épilepsie est clinique. Ça se trouve dans la définition. Il suffit de faire 2 crises non provoquées, espacées de 24 heures. Tu es déjà diagnostiqué épileptique. Ou dans d'autres cas de figure, tu fais une seule crise, mais en faisant les explorations, on trouve des anomalies dans ton cerveau. Ça veut dire que tu es à risque de refaire des crises. Donc, on ne va pas attendre que tu refasses la seconde crise pour commencer le traitement. Ou soit, nous sommes en face d'un syndrome épileptique, c'est-à-dire qu'on a des arguments, tu fais une seule crise, mais on a des arguments qui nous font croire que tu risquerais de faire une prochaine crise. Ces arguments, c'est quand tu as un parent épileptique, par exemple, où l'examen neurologique est anormal, ou on a, par exemple, on a des âges où surviennent des épilepsies génétiques. Si tu es dans cette tranche d'âge, que tu as des antécédents familiaux d'épilepsie, une seule crise suffit pour qu'on te mette dans un syndrome épileptique et te traiter en même temps. Ce qui craint, c'est le fait que le diagnostic peut être évident chez n'importe qui. C'est-à-dire, si je suis dans une famille et que je remarque un de mes frères ou une sœur qui pique une crise, automatiquement, comme vous venez de le dire, je peux en même temps faire le diagnostic que mon frère est épileptique ou pas. Vous pouvez dire que votre frère a fait une crise, mais ça ne fait pas de lui encore un épileptique. Il faut que cette crise se répète à plus de 24 heures pour dire qu'il a l'épilepsie. Alors, comment est-ce que les proches peuvent aider dans le traitement ou dans l'accompagnement des personnes qui sont déjà diagnostiquées épileptiques? Vous avez posé une très belle question qui me tient à cœur. La plupart des épileptiques, je ne sais pas si vous le remarquez, mais ce sont des personnes qui sont mutilées, qui ont beaucoup de lésions. Parce qu'au moment où ils faisaient la crise, ceux qui étaient autour avaient tellement peur qu'ils n'ont pas sécurisé l'environnement autour. Il y a le cas des enfants qui font des crises d'épilepsie. Il y a l'huile chaude qui est sur le feu. On laisse l'enfant faire la crise d'épilepsie et l'huile bouillante se verse sur lui. C'est des choses dramatiques qui arrivent souvent. Le mieux, c'est pas, les crises épileptiques ne sont pas contagieuses. D'accord. Quand je dis que quand tu as un parent épileptique, ça veut dire que c'est une épilepsie génétique et que votre famille est susceptible de créer des couches sécures. Mais ce n'est pas parce que tu es en contact direct avec un épileptique que tu seras épileptique. Donc, le mieux, c'est de sécuriser l'endroit, éviter qu'il y ait des choses qui peuvent le blesser au moment où il fait sa crise, éviter de le contrarier dans le mouvement. Il y a des gens qui essaient quand le patient fait des crises, il essaie de bloquer les mouvements. Ces mouvements ne peuvent pas être contrôlés. L'idéal, c'est de mettre le patient sur le côté, on dit souvent en termes de secourisme, position latérale de sécurité, et puis le laisser faire la crise.
s'assurer que dans l'environnement, il n'y a pas quelque chose qui pourrait le blesser. Au moins, il fait la crise. C'est ce qu'on peut faire. Et après ça, le conduire dans un centre de santé pour la prise en charge plus adéquate. Alors, la position latérale de sécurité, c'est quelle position? C'est Vous une pouvez nous faire un position schéma? sur le côté, c'est tout. Que Le sur, côté gauche. oui, côté. D'accord. En secourisme, quand on voit que quelqu'un est inconscient, on le met sur le côté. C'est dans cette position que la personne ne risque pas d'avaler de travers qui va lui créer des problèmes après. Alors, l'épilepsie, est-ce que c'est une pathologie qui peut empêcher une vie professionnelle épanouie? Je dirais oui et non. Allons-y, dites-nous. Non, parce que il y a beaucoup d'épileptiques qui ont fait de grandes choses dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez Jules César, l'empereur romain. Il était épileptique, mais ça ne l'a pas empêché d'être un empereur connu jusqu'à nous actuellement. Même Alexandre le Grand, il y a certains grands philosophes aussi qui étaient épileptiques, comme Flaubert ou Dostoïevski, ce sont des épileptiques aussi. Il y a d'aucuns qui disent aussi que Saint Paul aussi était épileptique. Et Jeanne d'Arc dans la Révolution française aussi, ce sont des sommités qui étaient épileptiques. Je dirais, il y a certaines professions qui sont interdites aux épileptiques. Si cette profession, c'est ta passion et qu'on te l'interdit, tu ne seras pas épanoui parce que, par exemple, la plongée, elle est interdite aux épileptiques. Mais si toi, tu aimes la plongée et que c'est ton rêve d'enfance, on te dit que tu ne peux pas faire de la plongée et tu te contentes d'être, par exemple, comptable, tu ne seras pas épanoui parce que tu ne fais pas ce que tu aimes. Mais je dirais qu'on peut être épanoui en étant épileptique dans son travail. D'accord. Est-ce qu'on guérit de l'épilepsie? Oui et non. Les épilepsies génétiques, souvent chez les enfants et les adolescents, se guérissent ou répondent très bien au traitement. Mais les épilepsies structurelles, par exemple, quelqu'un qui fait un AVC ou qui fait un traumatisme crânien et ça lui engendre de l'épilepsie, il ne pourra pas guérir de ça. Il va prendre un traitement anti-épileptique à vie parce qu'il a une lésion dans son cerveau qui déclenche ces crises. Et tant que cette lésion sera toujours dans son cerveau, il fera toujours les crises. Donc on sait qu'après un AVC, les séquelles restent à vie. Donc ces personnes seront épileptiques à vie. À vie. Eh bien, maintenant nous allons parler de traitement. Quels sont les traitements qu'il y a au niveau des neurologues? Est-ce seulement une question de neurologue? Est-ce une question de médicaments? Est-ce une question de prise en charge, comme vous venez de le dire, à vie? Quel est le traitement qui est adéquat à cette pathologie? Alors, le traitement est essentiellement médical. Quand je dis médical, c'est l'administration de comprimés ou de gélules. Donc le traitement est essentiellement médical dans 90% des cas. Mais il y a certaines épilepsies qualifiées de pharmacorésistantes. C'est-à-dire que on met beaucoup de médicaments en place, mais ça n'arrive pas à contrôler la fréquence et l'intensité des crises. Et dans ces types d'épilepsie, on peut être amené à faire de la chirurgie. C'est-à-dire qu'on sait que c'est par exemple le département de lobe temporal c'est dans cette zone qui décharge beaucoup. On peut aller couper un peu de cette partie pour diminuer la fréquence des crises. C'est la chirurgie de l'épilepsie. Il y a aussi certains régimes qui peuvent être utilisés. On appelle ça, de régime cétogène aussi, qui permet de contrôler les crises. Mais essentiellement, ce sont des médicaments à prendre et aussi avoir une meilleure hygiène de vie. C'est-à-dire qu'éviter les excitants qui peuvent déclencher des crises, éviter les lumières qui sont sous forme de stroboscope, les lumières des boîtes de nuit ou les lumières clignotantes aussi, éviter les dettes de sommeil, c'est-à-dire que la privation de sommeil peut causer des crises, donc éviter la fièvre aussi, éviter la fièvre. Nous sommes en zone d'endémie du palud, ça veut dire qu'il faut dormir sous moustiquaire pour ne pas être exposé au paludisme et faire de la fièvre qui peut déclencher ou provoquer les crises aussi. Donc c'est essentiellement ces moyens dont nous disposons pour la prise en charge de l'épilepsie. Alors là, nous venons de parler de prise en charge et vous avez aussi brossé un peu les méthodes préventives. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ça. Puisqu'à entendre parler de cette maladie,
évidemment qu'on se dit que nous tous, nous pouvons faire une crise d'épilepsie un beau jour. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos smartphones avec les lumières bleues et tout. Nous avons même le café que nous prenons peut Oui. déclencher. Alors, comment est-ce que Non, nous... pas Le café ne peut non, pas? le café. Le café n'a pas fait de preuve de déclenchement, mais l'alcool et certaines drogues, oui. D'accord. Eh bien, je reviens sur ma question pour dire que Oui. nous sommes tous, je peux dire, exposés à l'épilepsie. Alors, comment prévenir efficacement la maladie? Pour prévenir, il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est tout. Et si vous n'avez pas des traits familiaux génétiques d'épilepsie, si vous avez une bonne hygiène de vie, vous pouvez prévenir, mais ça ne sera pas efficace. Parce que si vous êtes dans une situation, par exemple, où vous êtes au boulot, par exemple, à la radio, vous avez tellement de travail, vous avez oublié de manger, à 16 heures, votre glycémie est basse, vous pouvez faire une crise. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait la prévention. Mais par rapport à certaines formes d'épilepsie, comme la neurocysticose, éviter de manger la viande de porc mal cuite ou l'hygiène des mains, réduire la consommation d'alcool et des drogues aussi, et surtout éviter les dettes de sommeil, dormir assez tôt, avoir au moins minimum 6 heures de sommeil, surtout avant minuit. Donc c'est essentiellement ça. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les personnes qui peuvent être touchées par cette maladie très tôt pour qu'on puisse définir si c'est véritablement l'épilepsie. J'aimerais je ne sais pas s'il y a une différence à faire entre ces deux maladies, entre l'autisme et l'épilepsie chez les enfants. C'est deux maladies différentes. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement qui est caractérisé par un retrait social. C'est-à-dire que l'enfant préfère rester seul, il n'y a pas de socialisation. C'est différent de l'épilepsie. Ce qui peut arriver aussi dans l'épilepsie, mais pas dans le cas d'un trouble dans le cerveau, mais c'est parce que les individus ont peur de l'épileptique. C'est pour ça qu'ils se retrouvent isolés. Mais dans l'autisme, c'est l'individu lui-même qui ne veut pas s'approcher des autres. Alors que dans l'épilepsie, c'est les autres qui ne veulent pas s'approcher de l'épilepsie parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Mais ce n'est pas le cas. D'accord, d'accord. Super. Nous évoluons dans cette émission, chers auditeurs. Si vous venez encore de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes dans l'émission Santé Assure et nous sommes en train de parler de l'épilepsie, une pathologie, une affection neurologique qui touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. Et nous recevons sur le plateau le docteur Augustin Kabassem qui nous parle, qui nous décortique cette maladie. Et si vous venez de nous prendre en marche, vous faites bien. Alors, vous allez beaucoup apprendre. Docteur, nous poursuivons ces échanges et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que le facteur comme le stress, le manque de sommeil, là vous avez déjà répondu, pardon, quel conseil donneriez-vous à une personne récemment diagnostiquée avec l'épilepsie? Je le dirais d'abord de ne pas s'affoler. C'est une situation qui peut arriver à tout le monde. D'avoir une bonne hygiène de vie. Étant épileptique, ça veut dire que pour être bien intégré dans la société, s'arranger à ce que les crises ne soient pas fréquentes ou même en public. Donc pour ça, il faut d'abord prendre correctement ces médicaments, éviter la consommation d'alcool, éviter les dettes de sommeil. Et avec ça, je pense que ça peut aller. Faire des contrôles régulier chez son médecin. L'épilepsie est-elle considérée comme un handicap et comment la société peut mieux inclure ces personnes épileptiques? Cette question est un peu compliquée. Pour moi en soi, l'épilepsie, c'est pas un handicap, mais une épilepsie qui n'est pas très bien prise en charge peut mettre le sujet ou l'individu en situation de handicap. Par exemple, tu fais ta crise, tu es en train de traverser la route et la crise survient au beau milieu de la route. Une voiture peut te renverser et tu te retrouves peut-être mutilé ou amputé. Et c'est la situation de handicap. Ou chez les enfants qui
qui font des crises. Il y a des formes de crises qu'on appelle crises d'absence qui surviennent souvent chez les enfants. L'enfant est là comme ça, vous discutez ou bien il suit le cours, même il copie le cours en classe et il a des moments de non-réactivité de quelques secondes. Et ça peut arriver 8 à 10 fois dans la même journée. Vous imaginez que pour cet enfant, il va rien comprendre du coup parce que au moins il suit le cours, il devient figé pendant quelques secondes. Il y a des informations qui sont passées, il n'a pas eu. Donc ce qui fait qu'il aura des difficultés scolaires, on va le taxer de taré, tout ça là. Mais en réalité, ce sont des crises qui sont cachées en dessous. C'est pour ça, nous, quand on a des enfants, des parents qui nous amènent des enfants en difficulté scolaire, on se pose la question, est-ce que cet enfant ne fait pas des crises d'absence à l'école, par exemple? Donc, on peut être épanoui en étant épileptique, mais il faut avoir une bonne hygiène de vie. Je reviens toujours sur ça. Une bonne hygiène de vie. Et en même temps, j'aimerais savoir, au Togo, quelles sont les prises en charge pour ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des prises en charge? Les prises en charge se font dans les centres hospitaliers. De temps en temps, nous allons sur le terrain aussi pour la sensibilisation. Donc, il s'agit d'organiser des contrôles réguliers pour voir comment l'épileptique prend ses médicaments, comment il vit, comment il évolue sur le plan de développement psychomoteur, ça c'est pour les enfants, comment il est intégré dans la société, et est-ce qu'il y a des effets secondaires par rapport aux médicaments qu'il prend, est-ce que ses fonctions d'élimination sont correctes. Donc tout ça se fait plus dans les centres hospitaliers. Alors, au Togo, est-ce que vous pouvez nous dire, je ne fais pas de publicité, mais par exemple, pour tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment et qui ont des parents qui souffrent de cette maladie, qui ne savent pas où se référer, est-ce qu'il y a des centres qui sont dédiés spécialement à cette prise en charge-là? Au Togo, nous n'avons pas encore de centre dédié exclusivement à l'épilepsie, mais ce que je dirais, adressez-vous au centre qui dispose de neurologues pour la plupart ou de pédiatres s'il s'agit d'un enfant. Même les médecins généralistes aussi sont outillés à prendre en charge l'épilepsie. D'accord. Nous allons maintenant parler des préjugés. Ouais. Parce que là, c'est un travail de sensibilisation que nous allons faire à présent dans cette émission. Les préjugés ou les idées reçues les plus courantes sur l'épilepsie, comment les combattre? C'est vrai que nous avions déjà effleuré le fait que, en étant en famille, lorsque nous voyons des personnes piquer des crises, il faut sécuriser l'environnement et tout. Mais les préjugés par rapport aux personnes étiquetées ou aux personnes qui sont diagnostiquées épileptiques, comment est-ce qu'on peut, selon vous, combattre ces idées reçues-là? C'est ce que vous êtes en train de faire déjà par la radio Jena qui apporte la bonne information aux populations. Il s'agit d'abord d'être informé que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse au même titre que le choléra ou la variole. La bave de l'épileptique n'est pas contagieuse. Si je vous dis le nombre d'épileptiques que j'ai touché dans ma vie, mais je ne suis pas épileptique. Mais ça ne veut pas dire que si une crise survenait, c'est parce que j'ai touché, non. C'est parce que je vous ai dit, dans la vie d'un individu, on a 17% de risque de faire au moins une crise dans notre vie. Et même cette unique crise ne veut pas forcément dire qu'on est épileptique. Et aussi, sécuriser leur environnement, ne pas les laisser seuls. Parce que quand on est seul, beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a des gens qui ont fait des crises, ils se sont blessés, ils sont restés seuls dans leur chambre. Ils ont eu faim, on les découvre des jours après, de décédés ou dans des états pas possibles. Et par rapport aux préjugés aussi, il y a d'aucuns, quand ils voient le sujet épileptique, ils essayent de contrarier les mouvements. Non, sécuriser juste l'environnement et puis laisser la personne faire sa crise et aussi éviter de mettre une cuillère dans sa bouche. Les gens s'acharnent en voulant, quand ils voient un épileptique, à mettre une cuillère dans sa bouche. Ça ne sert à rien. Vous pour faire quoi en fait? Je ne sais pas. Mais j'ai déjà vu cette scène plusieurs fois.
Alors, si vous le faites, arrêtez. Arrêtez dès aujourd'hui. Vous risquez de le blesser, de vous blesser. Vous pouvez même perdre un doigt dans ça. Donc, oui, parce que ce sont des mouvements brutaux quand même. c'est ça. Et que personne ne peut vaincre. Tant que la décharge n'est pas arrêtée dans le cerveau, les mouvements vont continuer. Donc, rien ne peut entraver ces mouvements. Sauf peut-être des médicaments qu'on administre en urgence pour diminuer la charge dans le cerveau. Et ça permet d'arrêter un peu le mouvement. Alors, j'aimerais aussi vous poser cette question. Est-ce que les trous de mémoire sont également des symptômes épileptiques? Ça peut être des symptômes épileptiques si la décharge se produit dans la zone de la mémoire. Vous pouvez avoir des troubles. Et l'une des conséquences de l'épilepsie mal prise en charge, c'est les troubles de mémoire. Les neurones ont pour fonction de stocker les informations qu'on leur administre. Si quelqu'un est épileptique, il fait des crises à répétition, il risque de détruire ses neurones. Et plus les neurones sont détruits, plus il n'y a plus d'éléments pour capter l'information. Donc, l'une des conséquences de l'épilepsie, c'est les troubles de mémoire à long terme chez les épileptiques qui ne sont pas bien pris en charge. Et au niveau de la femme enceinte, puisqu'il y a ce facteur d'angoisse, de stress dû à la grossesse et tout, comment est-ce qu'on peut aider une femme enceinte à beaucoup plus prendre soin d'elle dans sa période d'anxiété pour ne pas que, comme vous venez de le dire, il y a cette question d'hérédité, Oui. de transmission mère-enfant. Oui. J'espère que je le dis bien. Pas dans ce sens, mais oui. D'accord. Comment aider la femme enceinte à beaucoup plus prendre soin d'elle dans cette période de grossesse? Bon, disons que pour les patientes qui sont épileptiques, on conseille de planifier sa grossesse avec son médecin parce que ça sera une grossesse à risque qui mérite beaucoup de suivi. Déjà, les médicaments qu'on utilise pour traiter l'épilepsie peuvent donner des malformations et même les crises peuvent être modifiées au cours de la grossesse. Vous imaginez une femme enceinte qui fait une crise, ça veut dire qu'elle se met en danger, le bébé aussi. Oui. Et aussi planifier l'accouchement. Donc je dirais que pour les femmes épileptiques, il faut planifier sa grossesse avec son médecin neurologue et son gynéco. Maintenant, pour les autres femmes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas épileptiques, au cours de la grossesse, il y a l'hypertension artérielle et la prééclampsie qui peuvent donner une complication qu'on appelle l'éclampsie, qui peuvent entraîner des crises d'épilepsie chez les femmes enceintes. Donc, le conseil, c'est de bien faire ces CPN au moins dès le diagnostic de la grossesse, commencer les CPN pour qu'on détecte ou qu'on dépiste les différents troubles qui peuvent compliquer la grossesse. D'accord. Alors, une épilepsie diagnostiquée, mais pas véritablement prise en compte par le patient, qu'est-ce que cela pourrait entraîner? Beaucoup de choses. La fréquence des crises. Si le patient n'accepte pas ou bien est dans le déni de l'épilepsie, il va toujours faire ses crises. Il sera stigmatisé. S'il continue pas ne pas être pris en charge, il va perdre ses neurones, il va avoir des troubles de mémoire, il ne pourra plus être autonome, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus rien faire tout seul. Donc, il y a beaucoup de conséquences et c'est souvent dramatique. Souvent, c'est je ne sais pas comment je vais l'appeler en français, ce sont des gens contraires de crétins, des adultes qui ont des comportements enfantins ou autres. Si on fouille bien, la plupart ont été des épileptiques non diagnostiqués et ou non pris en charge. Alors, cher docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et j'aimerais, en votre qualité de docteur, que vous lanciez un appel à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment, aux familles, aux foyers, aux parents de personnes épileptiques, à tous ceux qui nous écoutent au travers du canal de Radio Géna. Lancez un appel, parlez-nous brièvement de tout ce que nous venons de dire. Bon, je dirais que l'épilepsie, c'est un drame familial ou mondial qui n'en est pas un parce que les populations ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'une maladie du diable, une possession diabolique ou une folie ou
ou autre chose péjorative que vous connaissez. C'est une maladie neurologique qui a une base liée à un dysfonctionnement au niveau cérébral qui peut se prendre en charge. Euh, li- les baves, les conceptions que vous avez sur l'épilepsie sont tout autres. Donc, je vous exhorte à bien prendre en charge les épileptiques. N'ayez pas peur ce sont des êtres humains comme nous. Et je vous rassure ou je vous informe aussi que tout le monde peut faire une crise d'épilepsie. Et imaginons que nous stigmatisons les épileptiques et que ça nous arrive à nous-mêmes. Donc, pour le reste, ayez une bonne hygiène de vie. La consommation d'alcool zéro ou doit être modérée. Les dettes de sommeil, éviter les dettes de sommeil. Essayez d'avoir une bonne hygiène de vie côté stress. Ne pas forcément prendre les choses à cœur. Et pour les épileptiques, je vous dirais de vous faire suivre. Prenez correctement vos médicaments et puis tout ira mieux. Et moi, j'y ajouterai que la santé mentale, votre santé mentale en dépend. Bien sûr. Et voilà, docteur Augustin Kabassem, merci d'être passé dans nos studios, dans nos locaux aujourd'hui pour nous entretenir sur cette thématique. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous donner l'occasion d'apporter des meilleures informations sur l'épilepsie aux populations. Merci beaucoup. D'accord. Augustine. Nous voilà à la fin de nos échanges, fidèles auditeurs, auditrices. Merci d'être restés en compagnie de votre émission Santé Assure. Je rappelle que c'est votre émission qui débat des thématiques concernant la santé, tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est votre bien-être. Nous en parlons dans cette émission et j'espère que vous allez rester scotchés à cette émission qui se déroule tous les mardis sur Radio Jena. Eh bien, aujourd'hui, nous avons parlé de l'épilepsie et nous étions en compagnie du docteur Augustin Kabassem qui nous a véritablement parlé sur cette thématique. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis rendez-vous mardi prochain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous surtout parce que la santé n'a pas de prix. À très vite.